Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau module de la formation expert de Storm Shield. On devait initialement voir ensemble la partie PKI. Néanmoins, elle est décalée au prochain module parce que quand j'ai construit la formation, j'ai trouvé plus pertinent de mettre le routage avec plusieurs passerelles dans la partie achat, en fait, à la suite du module de achat, parce que je considère ça comme de la haute dispo et que j'avais pas la place de tout mettre dans un seul module. Du coup, on va voir ensemble le routage avec plusieurs passerelles. Donc dans notre cas, ce sera deux. Donc je vais vous expliquer pourquoi c'est important d'avoir plusieurs passerelles, hein, si on en a la possibilité. Euh, le schéma du lab va être un petit peu modifié. Juste pour ce module, comme je vous l'avais déjà expliqué, comme on est dans un cas où nous avons besoin de modifier le schéma du lab, bah, je vous ai refait un petit schéma pour vous expliquer ce qui va être modifié, sachant que ce schéma ne sera valable que pour ce module. Après, on repartira sur le schéma classique qu'il y avait au départ pour cette formation. On va ensuite le mettre en application concrètement sur le boîtier. Je vous montrerai comment modifier vos règles de filtrage et de NAT pour permettre justement cette double passerelle et que ça fonctionne correctement. Donc, pourquoi avoir plusieurs passerelles? Qu'est-ce qui est intéressant? Donc tout à l'heure, on a vu la partie redondance, la partie achat en fait entre nos deux boîtiers. C'est intéressant parce que bah, vous avez deux liens internet. Donc si vous avez un problème avec un fournisseur d'accès, l'autre ligne peut prendre le relais. En général, on vous conseillera de prendre deux fournisseurs d'accès différents, hein. C'est quand même beaucoup plus pratique, même si ça vous fait deux abonnements à payer. Et ainsi, si un des liens tombe, bah, l'autre prendra le relais automatiquement, sans que vous ayez rien à faire. Vous pouvez aussi faire un petit peu de répartition de charge, ça on le verra juste après. Mais plus globalement, hein, dans la plupart des sociétés dans lesquelles j'ai travaillé, où j'ai mis en place ce type de boîtier, on avait un lien SDSL, donc à débit synchrone, pour tout ce qui est accès à Internet pour les utilisateurs ou pour les VPN, etc. Et après, on avait une ligne ADSL tout à fait classique pour le fonctionnement en mode dégradé. Donc si le premier lien tombe, tout le monde bascule sur ce deuxième lien. Ça nous permet également de faire plusieurs types d'accès par utilisateur, ce que j'appelle la répartition de charge en fait, mais en fonction des utilisateurs. Par exemple, vous pouvez très bien basculer vos utilisateurs classiques sur le lien ADSL pour tout ce qui est accès Internet, et les utilisateurs un peu plus premium, donc tout ce qui est direction, etc., sur la SDSL, ou mettre tout le monde sur la SDSL et vous réserver pour vous, service informatique, le lien ADSL sur lequel vous ne mettez aucun filtrage ni rien du tout. On peut éventuellement permettre un accès pour le service informatique, donc ça c'est ce que je viens de dire, hein. Vous réservez cet accès-là pour permettre l'accès à Internet, ou vous pouvez également paramétrer les accès distants, ben, par exemple pas sur le lien ADSL mais que sur le lien SDSL ou inversement, ça c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Mais avoir plusieurs passerelles, ça vous permet d'être assez souple dans ce que vous voulez faire, et c'est très pratique. Même si ça a un coût, moi je vous conseille de le mettre en place si vous en avez la possibilité. Voilà concrètement comment je vais le mettre en place. Libre à vous de trouver un tout autre moyen de le faire. Donc on a notre cluster d'Alform Paris. Je ne l'ai pas fait sur le cluster de Toulouse, je l'ai fait sur le cluster de Paris parce qu'il n'a pas grand chose et que je voulais pas modifier la conf du cluster de Toulouse sur lequel j'ai déjà pas mal de règles, alors que le cluster de Paris est totalement vide. Donc lui il se connecte à notre Livebox Pro directement, hein, c'est sa passerelle par défaut. Et on a également une passerelle secondaire qui, pour le coup, est un autre boîtier Storm Shield qui a accès à la Livebox Pro. Donc on fait du NAT 3 fois, c'est encore pire que de faire du double NAT, hein, vu que notre client va être derrière le cluster d'Alform Paris. Il va se connecter ici, ça va être naté ici, jusque là, ça va être naté pour aller jusque là, et de là ça va être naté pour aller sur Internet. Donc c'est vraiment pas l'idéal, ça nous permet juste de tester et de voir le basculement en fait de nos boîtiers et comment ça fonctionne.
Et on va pouvoir le mettre en place de manière totalement fonctionnelle. Néanmoins, je vous déconseille de le faire dans un environnement de production comme vous vous en doutez. On fait vraiment ça sur le labo juste pour voir comment ça fonctionne. Pour rappel, hein, ce schéma de labo n'est valable que pour ce module. Après, je supprimerai de toute façon cette seconde gateway et je la sortirai des règles. C'est bien sûr pour ça que je ne l'ai fait que sur le cluster de Paris. Alors, comment ça se passe concrètement sur nos boîtiers, cette histoire de routage avec plusieurs passerelles? Donc, j'ai monté un firewall qui sert à rien, hein. Globalement, il fait juste du NAT et il laisse tout passer. Il fournit juste un autre réseau pour avoir une passerelle secondaire. Donc, c'est celui qu'on a vu dans le schéma et il fournit ce réseau-là. Donc, celui que j'ai appelé Out Paris 2 qui fournit le réseau 192.168.59.100. Donc lui, il est correctement configuré, hein. Il laisse passer le NAT, tout fonctionne à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on peut vérifier, hein, j'ai accès à Internet, hein, vous voyez, il y a tout qui s'allume, tout fonctionne, pas de souci. Si je vais sur mes mails Orange, ça marche, donc pas de problème. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça fonctionne comme ça? Alors, il y a plusieurs choses que l'on peut modifier en fait. Je vais vous montrer un petit peu tout, ça va être un petit peu dense, donc je vais vous demander d'essayer de suivre. Comme je vous l'ai dit, on va plus vite en fait dans cette formation expert. Je pars du principe que ceux qui la suivent ont déjà de bonnes connaissances en termes de firewalling et de fonctionnement applicatif en fait du boîtier Stormshield. Donc on a dans la partie routage ici, j'ai mis par défaut notre gateway firewall out Paris 2 routeur. Donc ça correspond à l'adresse IP de notre boîtier secondaire qui lui va natter vers notre routeur Livebox. Donc lui, c'est là 192.168.59.1. Donc c'est notre boîtier, hein, je l'ai par là. Hop, comme vous voyez, lui, il va vraiment servir à rien, hein, globalement. Hop. Au niveau du filtrage, il laisse tout passer, hein, de Network DMZ1, il laisse tout passer. Et il fait du NAT. Donc voilà, pas une grosse configuration sur ce boîtier là, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Donc j'ai mis cette passerelle là par défaut. Maintenant, au niveau des règles de firewall pur, il y a plusieurs choses en fait. Par défaut, il va donc utiliser cette passerelle là. Donc là, comme on est sur le routeur de Paris, je vous ai laissé une configuration tout à fait basique pour que vous puissiez valider et voir en fait toutes les modifs que je fais, que ce soit plus simple, qu'il n'y ait pas d'autres règles qui vous parasitent la vue. Donc au niveau des règles de NAT, j'ai deux règles de NAT en fait. Donc chacune vient de Network in Paris, donc de notre 10.10.20.0, pardon, à destination d'Internet. Il y en a une qui passe par l'interface de sortie Out Paris 2 et une par Out Paris 1. Et dans ces cas-là, je remplace avec l'adresse source Out Paris 2 ou Out Paris 1. Le port ne change pas, on est sur de l'éphéméral. Donc ça, pas de souci. Donc voilà, je suis obligé d'avoir les deux règles de NAT parce que dans une règle de filtrage, quoi que vous fassiez, enfin dans une règle de NAT, pardon, quoi que vous fassiez, la gateway, il faut bien translater, le paquet. Si vous ne le translatez pas, il ne peut pas naviguer sur Internet vu qu'il n'a pas la bonne adresse IP, il n'a pas une adresse IP publique. Donc là, j'ai fait ce fonctionnement-là et vous pouvez tout à fait dire dans les règles de filtrage ici, vous pouvez très bien ajouter une passerelle Ici, une passerelle routeur pour spécifier par quelle interface vous voulez que le trafic sorte. Donc ici, on met par exemple Out Paris 2. Donc là, pour la route, il passera automatiquement par ici. Et il fera automatiquement du coup le NAT avec cette adresse-là. Par contre, si ici vous mettez Paris 1, enfin Paris tout court en fait, vu que j'ai pas mis de 1, là, il va utiliser l'autre gateway. Et là, automatiquement, ça fonctionne aussi. Donc pas de souci, hein. Vous pouvez faire comme ça. Donc vous pouvez avoir plusieurs règles en spécifiant en plus des utilisateurs et en disant voilà, pour un tel flux, tu passes par routeur 1, tel flux tu passes par routeur 2. Par contre, vous perdez en gros l'effet de redondance, c'est-à-dire que en l'état actuel, vous perdez le fait que si un des boîtiers tombe, eh bien, le trafic et les VPN basculent automatiquement sur l'autre firewall.
Pour ça, en fait, il va falloir créer un nouvel objet, un objet routeur, qui va gérer des passerelles secondaires ou deux passerelles actives, etc., etc. Néanmoins, ce système-là de filtrage, de séparation des flux, en fait, elle est vraiment pas mal. Moi, je sais que je l'ai beaucoup utilisé, que je l'utilise encore pas mal. Dans les cas où on n'a pas de trafic important, notamment de VPN site à site, avec un site distant qui ne peut pas travailler s'il n'a pas de VPN, j'utilise beaucoup parce que ça permet de bien séparer les flux et de faire un mini... alors, pas de la répartition de charge, mais de la QoS sur la partie internet. C'est-à-dire que ben voilà, je fais passer tout un type de flux sur ce firewall-là à cette heure-là, parce que je sais pertinemment que j'ai pas beaucoup de trafic, et que du coup c'est intéressant pour moi de le faire passer par là. Donc voilà, vous pouvez spécifier donc vos deux règles de NAT pour vos deux passerelles. Je récapitule, hein. Deux règles de NAT, deux passerelles. Et vous pouvez spécifier dans les règles quelle interface en fait, par quelle route, donc par quel gateway le paquet va passer, le flux va passer. Donc c'est assez intéressant. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment ajouter ce qui nous intéresse, à savoir la haute dispo sur nos gateways. C'est quand même un petit peu notre base de travail. Mais ça me paraissait important de vous montrer aussi les possibilités qu'offre le fait d'avoir plusieurs gateways. Donc pour ça, on va aller dans la partie routage. On peut sauvegarder et activer, pas de souci. On peut aller dans notre partie routage. Mais avant, du coup, si c'était pas enregistré, ça veut dire que je vous avais pas vraiment montré que ça fonctionne. Donc on va quand même le faire. Donc là, Out Paris, ça fonctionne. J'ai Internet. Hop. Pas de souci, hein. Maintenant, si je remplace ici et que je mets Out Paris 2, je sauvegarde et j'active. Hop, je refais mon petit test. C'est quand même mieux d'aller sur Alform. Et voilà, j'ai pas de souci de fonctionnement. Donc voilà, vous pouvez répartir vos flux comme ça, c'est super pratique, ça marche vraiment du feu de Dieu, et vous pouvez mettre du filtrage sur une, pas sur l'autre, etc., etc. Mais vous perdez l'effet effectivement de redondance et de la haute dispo de vos gateways. Donc pour la haute dispo de nos gateways, on va aller dans la partie réseau routage, on le laisse bosser, et en fait on va créer un nouvel objet. Ah, bon, pourquoi pas. Hop, ça lui arrive. Hein. Ah oui. Et oui, toc, 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 je l'éjecte, pas de problème. Donc je reprends, excusez-moi. On va aller dans notre partie routage. Et ici où on a défini la passerelle par défaut, en fait on va créer un nouvel objet par lequel on... Enfin, et ce nouvel objet, en fait, on s'en servira aussi dans notre règle de NAT, parce que cet objet sera dynamique, et en cas de perte d'une adresse IP, enfin, en cas de perte d'une gateway, cet objet changera d'adresse IP en prenant l'une ou l'autre de nos deux gateways. Donc en l'utilisant dans nos règles de NAT, on n'aura qu'une seule règle de NAT avec un objet dynamique, qui sera modifié en fonction de la disponibilité ou non de nos gateways, et comme ça, ce sera pleinement fonctionnel sans qu'il y ait de redondance dans les règles. Donc pour ça, on va créer un objet, et on va créer un objet de type routeur. Alors on va pas très bien, forcément, hop, attendez, essayer de réduire pour vous montrer. Bon, c'est pas beaucoup mieux. On va voir donc ici notre type routeur, et on va pouvoir aller le configurer en passant par là. Donc par cette interface, on va pouvoir donner un nom à notre cluster de liens. Du coup, moi je vais l'appeler one achat. Et à partir de là, on va vraiment rentrer dans la partie un peu plus complexe de cette configuration. Complexe dans le sens où il va falloir définir une politique que vous allez appliquer à votre société. Parce que on a plusieurs façon de faire de la haute dispo sur nos liens, comme vous allez le voir. Il y a la partie passerelle utilisée. Donc ici, on peut très bien ajouter nos deux passerelles. Donc nous, c'est Firewall Out Paris 1, hop là, Paris routeur et Paris 2 routeur. D'ailleurs, oui, Paris routeur et Paris 2 routeur. Donc si je les ajoute, hop, ici tout de suite, là.
Là, j'ai mes deux passerelles. Elles ont le même poids, elles ont les mêmes tests. Donc au niveau des tests, on peut tester directement la passerelle ou pas de test de disponibilité. C'est tout ce qu'on a, hein. Tout le reste, c'est juste des objets, donc on n'en a pas l'utilité ici. Et ensuite, on peut fixer ici un poids. Le poids, c'est laquelle va être plus utilisée que l'autre. Plus le poids est faible, plus elle est utilisée, en gros. Donc moi j'ai tendance à mettre 10 sur la deuxième, 42 tout va bien, 10 sur la deuxième, voilà. Et on a une répartition de charge par connexion. Qui dit par connexion dit, pour ceux qui connaissent le monde du DNS, c'est du round robin. C'est-à-dire un coup routeur 1, un coup routeur 2, un coup routeur 1, un coup routeur 2. Par contre, si la première connexion sur routeur 1 utilise 90% des capacités de routeur 1, c'est pas grave, il va ensuite passer à routeur 2 et routeur 1. Il va pas du tout tenir compte de la charge réelle en fait qui est consommée par votre flux. Ensuite, on a une répartition de charge par adresse IP source. Donc là, c'est la même adresse IP passera par le même routeur et ainsi de suite. Et l'attribution d'un routeur est fait de la même manière, c'est-à-dire première IP sur un, deuxième IP sur l'autre et ainsi de suite. Par contre, si la première IP fait 50 000 connexions, elle passera toujours par le même routeur. Et après, on ne fait aucune répartition, donc là, il n'y en a pas, donc c'est pas compliqué. Ensuite, on peut choisir à quel moment on active les passerelles de secours. Donc on peut les activer lorsque toutes les passerelles sont injoignables. C'est-à-dire quand ces deux-là sont injoignables, on active les passerelles de secours qui sont ici. Lorsqu'au moins une des passerelles est injoignable, donc si une des deux tombe, on active les liens de secours. Et lorsque le nombre de passerelles joignables est inférieur à un nombre qu'on a défini ici. Et bien sûr, si on coche cette case-là, on active toutes les passerelles de secours. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 15 passerelles de secours. Si vous en avez deux actives, s'il y en a une qui tombe, il va en activer qu'une. Il n'activera pas forcément toutes d'un coup. Sauf, bien évidemment, si vous cochez cette case-là. À ce niveau-là, on peut définir le type de routage qu'on souhaite. Donc, si aucune passerelle définie dans cet objet routeur est active, on passe automatiquement par la règle par défaut en fait. Donc soit on lui dit routage par défaut, soit ne pas router. Routage par défaut en fait c'est la passerelle par défaut qui est utilisée ici. Donc pour nous ça va être le même objet. Donc, mais vous pouvez tout à fait mettre des objets différents en fait. La route par défaut n'est utilisée que lorsqu'aucune des passerelles de ce cluster de gateway ne sont pas disponibles. Par un simple bouton ici, vous pouvez passer l'une des deux gateways dans la liste des passerelles de secours. Et par contre, vous allez voir ces options-là disparaître. Donc lorsqu'au moins une des passerelles est joignable, lorsqu'au moins le nombre de passerelles joignables est inférieur à 2, etc., etc. Donc on va le faire pour que je vous montre. Hop là, ça a basculé. Donc ici, on a récupéré les options. À savoir à quel moment on active les passerelles de secours. Parce qu'on peut le définir aux deux endroits. Et en gros, là, on lui dit d'activer les passerelles de secours quand toutes les passerelles sont injoignables. Sachez que la configuration, en fait, est la même pour les deux. Il y a juste vraiment que le tableau qui change. Et cette partie-là, là, en dessous, elle est commune aux deux tableaux, en fait. C'est pour ça que vous retrouvez les mêmes options, tout simplement. Donc on peut le laisser comme ça. Après ça c'est à vous de voir. Soit vous voulez une répartition de charge sur vos flux entrants, auquel cas vous mettez les deux passerelles dans la liste des passerelles utilisées. Et par contre ici vous perdez le côté redondance, à savoir si j'ai un lien qui tombe, l'autre prend le relais. Il essaiera, en faisant des tests bien sûr, il essaiera le temps du test. Le temps qu'il refasse son test, en fait, il fera toujours son round robin. Du coup, il y a des connexions qui seront forcément perdu. Alors que si vous faites les côtés liste de secours, quand la première tombe, tout le flux bascule sur le second. Moi, j'ai plutôt tendance en fait à laisser comme ça et à répartir par connexion. C'est quand même assez efficace. Il y a certains cas aussi où ça peut être intéressant d'avoir du trafic en dur, en plus des règles.
parce que c'est pratique. Bah, si vous avez un lien SDSL notamment, donc un débit synchrone et un lien ADSL, vous allez avoir tendance à faire passer tout le flux de votre structure sur le flux SDSL qui est quand même plus rapide, qui a des temps de tickets en cas de panne qui sont bien inférieurs à une ligne ADSL. Pour info, une ligne ADSL à la maison c'est 20 jours, quand une ligne SDSL généralement c'est temps de réparation en 4 heures, temps de prise en compte en 4 heures. Donc c'est quand même plus efficace sur un lien SDSL. Donc moi j'ai tendance, quand je dispose de deux fois le même lien, hein, ce qui est notre cas ici, je rappelle que du coup afin de test, je simule un deuxième lien internet, une deuxième passerelle, alors qu'au final on passe quand même par notre routeur fibre pro qui est ici sur le lieu où je me trouve. Quand je fais des formations en présentiel par exemple, j'ai bien deux liens physiques. Ici on en a qu'un. Mais ça ne nous empêche pas de faire nos tests quand même. Le seul problème, c'est que normalement, je fais tester les utilisateurs avec une adresse qui montre quelle adresse IP publique on utilise. Comme ça, on voit bien que la connexion a changé et est passée par une autre gateway. Ici, ce ne sera pas notre cas, donc je vais vous montrer, je vais vous faire tester quand même si bon, moi je sais que ça marche, mais on va quand même faire des tests. Donc tout ça pour vous dire que ça dépend vraiment de quel flux et quelle utilisation vous allez avoir de vos gateways. À vous de décider comment vous voulez les opérer. Moi, généralement, c'est vrai que j'ai tendance à conseiller cette configuration-là parce que on utilise les deux gateways et on fait de la répartition de charge. Donc c'est quand même assez intéressant. Là, on est en actif-actif en fait, alors que si je fais ça, hop, là, je suis en actif-passif. Tout simplement, pour vous simplifier un peu ce que j'essaie d'expliquer. Néanmoins, l'actif-actif reste intéressant avec un poids. Hein. Imaginons que ça, ce soit notre ligne SDSL. Ben, elle sera moins utilisée que notre ligne ADSL, au ratio de 1 pour 10 du coup. Donc, quand une connexion sera ici, quand 10 connexions seront ici, on en mettra une ici. Voilà pour cette partie clustering de gateway. On va quand même aller tester tout ça. Mais il existe déjà un objet. J'ai recréé un objet existant. J'ai déjà fait en fait pour mes tests tout à l'heure pour vérifier que tout marche. J'avais au préalablement créé l'objet. Hop. Voilà. Donc on est bien hop, dans la même configuration. La seule chose qu'on va devoir modifier, c'est nos parties règles de filtrage en fait. Vu que ici, on a défini une route de sortie. Donc cette route de sortie, soit vous pouvez tout simplement la supprimer. Parce que on va utiliser maintenant la passerelle par défaut, le routage par défaut. Ou vous pouvez lui spécifier si votre route par défaut, donc votre gateway par défaut est différente et vous ne l'avez pas mis dans votre hot dispo de lien, vous pouvez très bien ici spécifier une interface de sortie différente, mais ici on peut très bien utiliser notre objet one achat. Donc ça, pas de problème. La seule chose qu'on ne va pas modifier, c'est ça. Parce que le trafic de routage se fait après qu'il ait défini quelle passerelle on utilise, et on utilisera toujours la même interface pour sortir. Du coup, il nous faut quand même des règles de NAT euh, pour chaque adresse IP publique dont nous disposons. Donc ici, nos deux gateways, il faut systématiquement faire nos règles de routage. Donc là, on lui spécifie bien que depuis networking pour accéder à Internet en passant par cette interface-là, on NAT avec cette IP-là et sur ce port-là. Idem pour celle-là. Ne pas oublier donc ces règles de NAT pour chaque adresse IP publique dont vous disposez. Et normalement, si je sauvegarde et j'applique, j'ai bien hop, récupéré ma connexion Internet. Pour ça, un simple nouvel onglet suffit. Hein. Hop, et là, je suis bien. Oh, si je tape n'importe quoi. Allez, on va être corporate. J'utilise bien une des gateways et ça fonctionne. Maintenant, pour vous prouver que mon achat fonctionne, hein, bien évidemment, là, par défaut, on utilise une des deux gateways, donc c'est pas compliqué. Je vais couper la gateway d'une des... Enfin, couper la patte d'un des firewalls. Donc, tout simplement, en allant modifier sur le firewall maître la configuration réseau. Donc, ici, je vais éditer la VM. Et sur le bord de sortie, ici, je vais couper. Donc, je vais mettre... Host only.
Là, donc notre interface est censée être coupée. Donc on va le voir sur notre dashboard ici. Là, il m'informe qu'il a un problème, donc c'est pas forcément très grave. Sur notre dashboard ici, on voit bien que ce lien-là est tombé, hein, il n'est plus fonctionnel. Donc normalement, le 4 est toujours fonctionnel. Donc celui qui, vous voyez ici, sur Out Paris, on n'a bien plus aucun trafic, alors que sur Out Paris 2, on n'a pas grand-chose non plus d'ailleurs. Donc on va tester la connexion Internet. Normalement, je ne devrais pas avoir perdu l'accès à Internet. Donc pareil, hein, on ouvre un nouvel onglet. Je vais aller sur un autre site que Alform pour pas l'avoir en cache. Donc ce coup-ci, bon, pourquoi pas. Sinon, un autre moyen simple de le vérifier, c'est pas compliqué. Hein. Ici, je ping bien 88888. Et pour vous montrer à quel point ça marche, on va même faire un "-t". Hop, je vais réactiver l'autre interface et désactiver l'autre, vu que de toute façon on l'utilisera plus. Donc ici, celle qui était en host only, je vais la remettre en bridged, enfin sur mon custom VLAN VMnet 10, et je vais désactiver celle-là. Celle qui était donc temporaire. Ici, ça ne va plus marcher. Et normalement, dès que l'autre aura récupéré, enfin dès que le boîtier aura récupéré toutes ces infos, le ping va repasser. Et tout va remarcher tout seul, sans que vous n'ayez aucune modification de configuration à apporter sur votre boîtier. Voilà, c'était un petit peu long, parce que j'avais oublié en fait de connecter le port, hein, comme bêtement, ici, hein, quand vous êtes dessus. J'avais pas coché la petite passe connected là, du coup bah, forcément ça marchait un petit peu moins bien. En tout cas, vous voyez que ça fonctionne, le basculement fonctionne très bien, et, euh, et c'est quand même plutôt pratique. Donc voilà pour cette partie achat, on va repasser sur le PowerPoint pour la conclusion. Donc pour rappel, voilà ce qu'on a mis en place. Hein. N'oubliez pas de synchroniser vos boîtiers dans le cluster pour que la conf s'applique sur les deux. Je ne le rappellerai plus trop, mais voilà, à ne pas oublier. Donc c'est ce qu'on a fait, pas de souci. Ce qu'on a couvert, donc les concepts d'avoir plusieurs passerelles, comment ça fonctionne, qu'est-ce que vous pouvez faire avec. On a vu la configuration particulière qu'on a appliquée à notre labo, donc avec ce rajout d'une 5e appliance pour faire office de deuxième lien. On a mis en place toute cette configuration, on l'a testé, on a vu comment ça fonctionnait, et on a vu l'impact sur la règle de filtrage et de NAT d'avoir 2 gateways. Donc n'oubliez pas que vous êtes obligé, quand vous avez plusieurs gateways, de faire une règle de NAT pour chaque gateway. Ça, il n'y a pas le choix, obligatoire. Par contre, pour les règles de filtrage, vous pouvez les appliquer. Donc vous pouvez faire le passé, donc la route. Là, j'ai remis pardon. J'ai remis notre labo par défaut. Je vais quand même vous montrer, au cas où. Ici, hop, si je vais dans filtrage et NAT, hop, la route que j'utilise, euh, j'ai remis celle-là, entre temps. Donc ici, vous pouvez spécifier bien évidemment soit un routeur que vous avez configuré avec plusieurs gateways, soit directement vos passerelles. C'est ça que j'entends hein, par l'impact sur la règle de filtrage. Vous pouvez soit passer par le cluster de gateway, soit par du routage fait à la main via les règles, hein, en spécifiant par quel gateway directement vous voulez passer. Ça n'a pas réellement d'incidence à part le trafic par défaut qui est appliqué dans le cas où vous n'avez plus de passerelle disponible. Donc c'est un module qui est un peu complexe, je rentre un petit peu dans les détails. À vous de faire joujou avec et de voir ce que vous pouvez faire. Les bascules que vous pouvez avoir, les temps de bascule, qui bon ici étaient un peu longs parce que bah, c'est un lab, donc c'est quand même pas très efficace on va dire, mais normalement vous perdez entre 1 et 2 pings à peu près. Hein, le temps qui bascule, qui détecte que le lien est tombé et qui bascule, vous avez vraiment très très peu de temps. Donc pensez à tout ça, faites joujou avec surtout.
Ça sert à rien de m'envoyer un mail pour me demander pourquoi votre configuration marche pas dans cet état-là. Faites vraiment joujou avec, allez dans le fond des tests que vous pouvez faire. N'hésitez quand même pas à m'envoyer un mail vraiment si vous êtes bloqué, mais faites vos tests vous-même et voyez les possibilités que ce module vous offre. Moi, je vous ai montré ce que j'en faisais, la base, à vous de broder autour et d'aller fouiller un petit peu. Néanmoins, on a vu quand même pas mal de choses et l'ensemble des possibilités normalement qui vous sont offertes, que ce soit au niveau des règles ou au niveau de l'objet routeur qu'on a créé, vous pouvez faire pas mal de choses. Prochain cours, ce sera pour le coup vraiment la PKI, donc accrochez-vous et je vous dis à tout à l'heure.